Vous écoutez WNYC à New York, ici John Schaeffer. Les fidèles de notre émission, New Sounds, savent que nous sommes familiers des enregistrements atypiques. Mais attention, celui-ci est particulièrement saisissant. Il nous vient d'une figure remarquable de la musique iranienne du XXe siècle. J'ai nommé Ostad Elahi. Il n'a jamais joué en public, jamais joué pour la radio, jamais donné de concert. On peut dire que c'était un musicien secret. Certains de ses morceaux ont été enregistrés derrière une porte, à son insu. Pour le décrire en quelques mots, Ostad Elahi était un penseur, un magistrat et l'un des musiciens les plus remarquables du XXe siècle. Il avait des musiciens, des artistes, des philosophes de tous bords qui venaient, des gens tout simplement qui cherchaient quelque chose. Ce qui me surprend le plus dans sa musique, c'est qu'elle n'a jamais cessé de susciter mon intérêt. Et ce, malgré un style de jeu tout en retenue. On a vraiment le sentiment qu'il y a là une âme en train de s'exprimer. C'est ce qui me marque le plus dans cet univers sonore. Ce n'est pas une musique de trance au sens traditionnel, mais elle est capable de produire une forme d'état de conscience modifié. Et cela joue, consciemment ou inconsciemment, sur la façon dont le cerveau l'aperçoit. Ce qui est paradoxal dans cette musique, c'est que d'un côté, elle ne s'arrête jamais et ne laisse pas de place au silence, et de l'autre, elle suscite chez l'auditeur un grand silence intérieur. Parfois, un morceau de musique n'est rien d'autre qu'un morceau de musique. Mais parfois, il donne envie d'en savoir davantage. Qui l'a composé? D'où vient-il? Quelle en a été l'intention? Et aussi, pourquoi est-ce que je me sens soudain différent depuis que je l'ai entendu? La musique d'Ostad Elahi pose ces questions-là à un cercle d'auditeurs de plus en plus large. Mais qui était-il vraiment? D'où venait-il? Et comment la musique d'un homme qui n'a jamais produit d'enregistrement, ni même donné de concert, s'est-elle propagée des collines du nord-ouest de l'Iran jusqu'au Metropolitan Museum of Art de New York? Pour répondre à cette question, il nous faut repartir en 1895, dans le village de Jehounobod, où Ostad Elahi est né. Logé au cœur des collines kurdes du nord-ouest de l'Iran, ce village est connu pour son histoire spirituelle très riche, enracinée dans des traditions mystiques anciennes. Parmi les plus grandes réalisations artistiques de l'Iran, on compte la poésie mystique, bien sûr, les miniatures des manuscrits poétiques, mais aussi la musique. Cette culture est également riche en productions scientifiques et mathématiques. L'architecture persane a suivi de près les évolutions de la géométrie. L'algèbre, le système de numération moderne, l'astronomie et la médecine, toutes ces disciplines trouvent leurs origines dans la Perse antique. On ne pouvait pas rêver meilleur endroit que le département du Proche-Orient ancien du Metropolitan Museum pour évoquer le contexte dont Ostad Elahi a tiré son inspiration et sa tradition. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à l'œuvre du poète persan Rumi. La musique d'Ostad Elahi est par bien des aspects comparable à la poésie de Rumi. Elles combinent toutes deux une maîtrise des formes esthétiques et une profonde expérience intérieure spirituelle. Leurs œuvres relient chaque individu à la présence du bien-aimé divin. Cette esthétique de l'éveil spirituel et de l'inspiration fait partie de la tradition dont Ostad Elahi est issu. La maison familiale se compose de quelques chambres à coucher et d'une petite cour. C'est ici qu'Ostad Elahi passe son enfance et son adolescence. Une vie d'ascèse,
consacré à la musique et à la contemplation, avec son père, sa mère et quelques derviches. Son père, Hadji Nemat, est un mystique charismatique et un poète prolifique. Il a aussi un statut de guide spirituel dans toute la région. Enfin, Hadji Nemat est un virtuose du tambour et il a composé pour cet instrument. Il est très difficile d'envisager quelqu'un comme Ostad Elahi sans considérer le père qu'il a eu. Hadji Nemat était en apparence un simple propriétaire terrien kurde, ce qui signifiait pour l'époque et la région un villageois relativement aisé. Il était instruit et travaillait en tant que clerc, comptable et administrateur lorsqu'il a eu soudain une révélation spirituelle, ce qui était assez commun dans cette partie du monde. Ostad Elahi n'était qu'un enfant de 5 ou 6 ans quand tout cela a eu lieu. Il dansait déjà sur la musique comme un derviche. Lui, dès son enfance, il était dans un milieu féerique et mystique extraordinaire. Elahi évoque lui-même une vie idyllique. Quelle heureuse époque, quelle atmosphère, écrit-il. Nous étions continuellement occupés par la prière et les chants sacrés, et nous n'avions aucune idée de ce qui se passait dans le monde extérieur. Très tôt, vers l'âge de 5 ans, le jeune Elahi commence à jouer du tambour. Il n'existe pas d'instrument assez petit, aussi son père lui en fait fabriquer un dans une louche en bois. Très vite, l'enfant révèle un don extraordinaire pour la musique. À l'âge de 9 ans, les tambouristes disaient « on ne peut plus rien lui apprendre, c'est lui notre maître et on préfère se taire et l'écouter ». Donc à 9 ans, il maîtrisait déjà l'instrument. C'est vraiment l'enfant prodige, quoi. Il passe des nuits entières à jouer du tambour, du crépuscule à l'aube. Comme il n'y a pas d'électricité dans son village, il raconte qu'il a dû apprendre à changer les cordes de son instrument dans le noir. Son père attirait chez eux beaucoup de personnes originaires de régions diverses. Et je pense qu'Ostad a pris des uns et des autres des idées, certainement des mélodies et peut-être des techniques de jeu qu'il a pu observer. Son père se place discrètement derrière sa porte pour l'écouter jouer. C'est une première manifestation de la fascination que sa musique exerce sur son auditoire. Mais cette vie idyllique prend fin en 1920 à la mort de Hadji Nemat. Ostad Elahi écrira plus tard à quel point le départ de son père lui fut pénible. Il était non seulement mon père et mon guide, mais nous étions aussi unis par un lien spirituel particulier. Ostad Elahi hérite des terres de son père, de ses instruments de musique, de ses manuscrits, et enfin de son rôle en tant que guide spirituel. Mais le jeune homme se met à porter un regard nouveau sur sa tradition familiale multiséculaire. Au début des années 1930, le monde occidental traverse une période agitée. Malgré cela, l'occidentalisation et la modernisation s'accélèrent en Iran, en particulier à Téhéran. Ostad Elahi s'y rend à plusieurs reprises au cours de cette période et finit par s'y installer. Sa rupture apparente avec la tradition se manifeste par un acte à la fois simple et surprenant. Vers 35 ans, il se coupe les cheveux et se rase la barbe.
il remplace ses vêtements traditionnels par un costume de style occidental. En 1933, il intègre l'École nationale de la magistrature nouvellement créée en Iran. L'année suivante, il se lance dans une carrière juridique qui durera 23 ans. Ce n'était pas un simple magistrat. Il travaillait au ministère de la Justice à une période où l'Iran était en train de se structurer en tant qu'État-nation moderne. Il était donc impliqué dans la mise en place d'un nouveau système judiciaire qui devait remplacer les lois tribales, locales et régionales en vigueur dans tout le pays. Reza Shah vient de prendre le pouvoir. Il est déterminé à moderniser l'Iran. Le pays vit alors une période de transition délicate pour passer d'une mosaïque de systèmes féodaux et de lois tribales à un système plus moderne et occidentalisé. Au lieu d'opter pour une forme de retrait spirituel, il a emprunté une voie inattendue, une carrière de juge, de procureur. C'était un magistrat qui voyageait à travers tout le pays avec des responsabilités très importantes. Les personnes qui connaissaient son père en ont sûrement été abasourdies. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on considère que la plus haute forme de dévotion consiste non pas à s'isoler des hommes en ermite, mais au contraire à s'intégrer au monde et à y vivre. En s'inscrivant dans un mysticisme plutôt tourné vers la vie et les aspirations psychologiques et spirituelles des gens de son époque, il s'est éloigné de la tradition. Et en cela, il s'est attiré des critiques au sein du milieu dans lequel il vivait. Ostad, il disait, la spiritualité, l'éthique, c'est un problème individuel entre soi et la source. Il a acquis une réputation de magistrat sage et très juste. Bien sûr, il ne faisait pas toujours l'unanimité parce qu'il ne prenait pas systématiquement le parti des propriétaires terriens. Et il a été, de ce fait, régulièrement muté de ville en ville à travers l'Iran. Mettre en application dans le monde réel les principes spirituels et éthiques appris auprès de son père est un véritable défi. Pour lui, une année passée dans l'administration a plus de valeur spirituelle que 12 ans de pratique ascétique à Djehounobod. Il est plus difficile d'emprunter cette voie que de s'isoler pour se consacrer corps et âme à Dieu ou à son idéal quel qu'il soit. Arriver à garder cet engagement spirituel vivant dans la vie réelle, c'est vraiment exemplaire. À ma connaissance, il n'a jamais réprouvé ce mode de vie traditionnel, mais il a simplement indiqué qu'il était peu efficace au regard des bienfaits qu'il y a à se mesurer au défi d'une vie au sein de la société. Il y a un équilibre à trouver entre vie spirituelle et vie matérielle, et on s'en approche plus facilement en participant à la marche du monde, plutôt qu'en vivant loin de toutes les tentations et difficultés de la vie en société. Au cours de sa carrière, qui durera près d'un quart de siècle, Ostad Elahi ne cessera jamais de jouer la musique qui a bercé toute son enfance. Mais ce lien est purement intime. Il ne joue que chez lui, pour sa famille et ses amis. Souvent, c'était pour lui, seul. Mais de temps en temps, il jouait pour nous, pour ses enfants, ses proches. Bahram Elahi a réalisé quelques enregistrements de son père à domicile. Au début, c'était le plus souvent derrière une porte, à son insu. Ce qui rappelle de façon saisissante la manière dont Haji Nemat, le père d'Ostad, l'écoutait jouer lorsqu'il était enfant. Alors, c'est fait dans des conditions un peu difficiles. Parfois, on mettait le microphone sous la porte. Mon frère cadet, Shoror, un jour, il avait, je crois, 13-14 ans. Il a dit « Je veux t'apprendre le tambour ». Vraiment, il hérite le plus de la musique d'Ostad que nous tous. En enseignant cette musique aux jeunes Charok, Ostad Elahi s'assurait qu'elle perdure après lui. Mais jamais il n'aurait imaginé que son influence atteindrait un jour la grande chanteuse classique Parissa.
souvent appelée la Maria Callas iranienne. Je me suis toujours demandé si quelqu'un d'autre que lui serait un jour capable de jouer du tambour comme lui, et si les générations futures auraient la chance d'entendre cette musique. Je me disais que c'était peut-être impossible. Mais nous avons découvert avec bonheur que cette musique avait été transmise à son fils, Sharok Elahi. Et cela m'a rappelé un poème de Rumi qui dit « Quand les roses ne sont plus là et que le jardin est en ruine, où trouves-tu le parfum de cette fleur? Dans l'eau de rose. » Je suis très heureuse que cette eau de rose existe et qu'elle nous permette de continuer à humer le parfum de la fleur. Quand les roses ne sont plus là et que le jardin est en ruine, où trouves-tu le parfum de cette fleur? Dans l'eau de rose. Le tambour est un instrument très ancien dont l'origine remonte à au moins 5000 ans en Mésopotamie. C'est un instrument simple, mais il est puissant et il revêt un caractère sacré. Ce tambour du 19e siècle appartenait au père d'Ostad Elahi, Hadji Nemat. Sa table a besoin d'être réparée. Pour la famille d'Ostad, le tambour était plus qu'un instrument de musique. Il faisait partie d'un héritage spirituel. Pour la plupart d'entre nous, cet instrument reste un mystère. Bien sûr, en Occident, on ne connaît pas très bien le tambour, mais on peut tout de même saisir et apprécier certains aspects de l'approche musicale d'Ostad Elahi, qui était véritablement passionné. Il a essayé de standardiser les proportions de l'instrument. Et il a laissé des écrits dans lesquels il fournit des recommandations à ce sujet. Entre autres contributions à cet instrument, Elahi a réalisé un ajout subtil mais important. Le tambour traditionnel avait 2 cordes, une pour le bourdon, une pour la mélodie. Elahi a ajouté une corde qui n'est pas accordée exactement comme sa jumelle. Et cette légère différence de fréquence crée des battements acoustiques entre les 2 cordes. Cela donne une autre architecture harmonique. Il peut jouer ces 2 cordes ensemble ou les pincer séparément. De même, celle du bourdon peut être pincée à l'aide du pouce, ce qui est une autre de ses innovations. Mon père, c'était le premier à utiliser les 5 doigts pour avoir dissonance et surtout l'effet polyphonique. Le phrasé est très complexe, tout comme les structures rythmiques qui se répètent de manière asymétrique et qui prennent fin à des moments qui peuvent surprendre. Cette musique plonge l'auditeur dans le son, mais paradoxalement, elle produit un grand silence intérieur.
Elle permet la coexistence du son et du silence qui entrent en interaction l'un avec l'autre. Le silence par moments s'impose au premier plan, puis reflue à l'arrière. Cet enregistrement d'Ostad Elahi comporte de fait très peu de plages de silence. Cette musique a intéressé les psychoacousticiens qui étudient la façon dont le son affecte le cerveau. Pour deux raisons. D'une part, parce qu'elle peut suggérer le silence tout en étant jouée de manière continue, et d'autre part, du fait de sa sonorité inhabituelle, plus riche que ce qu'on pourrait attendre d'un instrument en apparence rudimentaire. J'ai été littéralement fasciné par la structure harmonique du son et aussi par sa complexité, alors qu'il est produit par un seul musicien avec un unique instrument. Du coup, après avoir beaucoup écouté cette musique, je suis allé en studio pour en faire une analyse spectrale qui nous permet d'observer le son en temps réel. Et après avoir réalisé cette analyse, on a pu observer des caractéristiques très proches de celles de la musique de Mozart et de Haydn. Dans les compositions d'Elahi, en particulier dans les fréquences élevées qui sont toutes des harmoniques, on observe des caractéristiques très similaires dans les motifs, mais aussi dans la complexité des harmoniques. En ma qualité d'ingénieur du son, j'ai eu l'occasion de travailler sur de vieux enregistrements d'Ostad Elahi datant des années 1960. Ce qu'on fait quand on remasterise, c'est qu'on réajuste les fréquences du son pour le rendre plus propre. J'ai donc supprimé certaines fréquences et là, je n'ai pas compris ce qui se passait. Toute la magie avait disparu. J'en ai parlé avec Sharok Elahi qui m'a dit « Ne les supprime surtout pas, c'est ça la magie du tambour. Cette fréquence que tu entends, c'est la magie de l'interprétation d'Ostad Elahi. » Ces ornements, il les fait avec les deux mains. La gauche effleure et court le long des cordes. La droite fait une sorte de battement d'ailes de libellule sur les cordes. L'une des caractéristiques intéressantes ici est ce que j'appellerais une ornementation en arabesque. Autrement dit, un motif continu qui ne cesse d'avancer à base de motifs mélodiques répétitifs qui contiennent des micro-variations. Ce qui est frappant, c'est le caractère quasi obsessionnel de cette musique. On a un même motif qui est répété, mais avec des durées différentes. Il est repris presque immédiatement, avec une durée légèrement différente, plus courte ou plus longue. Et ces variations maintiennent l'auditeur dans un état de léger déséquilibre, même si ce que vous écoutez vous semble très fluide et très lisse. Du coup, la phrase musicale garde toute sa vigueur. Elle reste intéressante et surprenante. Il y a une interaction complexe entre les harmoniques produites par les deux cordes. Elles s'additionnent et génèrent des battements acoustiques et des sons différentiels. C'est vraiment ce champ harmonique riche et dense qui crée l'intérêt acoustique et son impact sur l'auditeur. Entre la musique occidentale et celle d'Ostad Elahi, il y a beaucoup de points communs auxquels les auditeurs peuvent se raccrocher. En particulier ce point de référence stable incarné par le bourdon. Les gens peuvent saisir cela immédiatement. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent sembler différentes pour une oreille occidentale. Une ornementation très foisonnante, ce qui n'existe pas chez nous, où elle est généralement plus concise et ramassée dans des motifs très simples. Alors que chez Elahi, il y a des choses étonnantes. Par exemple, au milieu d'une ligne, il est capable de tenir une note avec juste quelques variations de hauteur dans l'intervalle. Beaucoup de phrases s'achèvent par une forme de chute, comme dans un soupir.
Alors que dans la musique occidentale, les fins de phrases sont plus marquées, très carrées. Des spécialistes en neurosciences ont cherché à comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'auditeurs ayant grandi avec de la musique occidentale, classique ou populaire, lorsqu'ils sont soudain exposés à une musique comme celle d'Ostad Elahi. D'une certaine manière, c'est comme écouter une langue étrangère qu'on ne comprend pas. Vers l'âge de 5 ans, l'enfant a déjà intégré les règles et les structures de la musique, comme d'ailleurs celles de la langue dans laquelle il a été élevé. En grandissant, il commence à éliminer de manière sélective les connexions neuronales dont il n'a pas besoin, celles qu'il aurait utilisées pour la musique persane par exemple, l'opéra chinois ou la musique de la forêt vierge amazonienne. Ce qui compte, ce n'est pas le lieu de naissance de l'enfant, mais ce qu'il entend. Et après l'âge de 10 ou 12 ans, il devient très difficile d'apprendre les règles d'un autre système, de même qu'il n'est pas facile pour un adulte d'apprendre une deuxième langue. Quand on écoute une musique qui nous est familière, dans laquelle il y a certains motifs et rythmes prévisibles, c'est l'hémisphère gauche de notre cerveau qui est activé en priorité. À l'inverse, dans une musique plus mystique, où on ne reconnaît pas facilement les motifs, où on est surpris par la composition, c'est l'hémisphère droit qui sera activé. Ostad Elahi n'était pas expert en neurosciences, mais comme de nombreux grands musiciens au cours des siècles, il avait compris de façon instinctive que la surprise, jouer quelque chose d'inattendu, peut produire un effet saisissant sur son auditoire. Peut-être un état de conscience supérieur, des sens plus aiguisés. Les musiciens, avant même l'invention de l'écriture, avaient déjà l'intuition de ce qu'on peut aujourd'hui prouver scientifiquement. Et de fait, c'est exactement ce que les artistes ont toujours expérimenté. Ils ont trouvé des moyens d'exploiter l'appareil perceptif que l'évolution nous a donné. Lorsque la famille d'Ostad Elahi et ses amis évoquent la manière dont cette musique les fascinait, ils ne parlent pas d'un état de transe hypnotique, mais bel et bien d'une intense concentration. Du fait de ces changements de tempo, cette musique n'est pas à proprement parler une musique de trance, puisque précisément pour la trance, le tempo doit rester le même. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas générer une forme d'état de conscience modifié. Simplement, le moyen par lequel elle opère n'est pas clair parce que cela a été relativement peu étudié. L'une des caractéristiques les plus remarquables de notre cerveau est sa plasticité. L'idée selon laquelle l'expérience façonne et sculpte les fonctions de notre cerveau est largement acceptée par les neurosciences aujourd'hui. Et vraisemblablement, la musique et l'exposition à différents types de musique peuvent non seulement modifier les fonctions du cerveau, mais également sa structure même. Ostad Elahi savait très bien ce qu'il faisait en maintenant l'attention de son auditoire concentré sur la présence de ces petites sous-structures dans ses phrases. Quand on est constamment surpris par les changements de longueur de ces petits segments à l'intérieur d'une plus grande phrase, on reste forcément concentré. Il est certain que la musique peut susciter un état d'hypervigilance ou d'hyperconscience dans lequel on est plongé plus profondément que d'habitude, plus concentré et plus réactif. C'est l'état dans lequel se trouve le sportif de haut niveau, l'athlète olympique, l'improvisateur. Et la musique peut aussi induire un état de ce type, mais par le biais de mécanismes qui ne sont pas encore très bien compris. On peut parler de la manière dont la musique d'Ostad Elahi pouvait provoquer cet état de conscience augmenté dans son esprit et dans celui de ses auditeurs. Mais il est plus difficile de comprendre pourquoi. Cet effet était-il intentionnel ou était-ce lié aux profondes racines spirituelles et mystiques de cette musique ? Je ne sais pas dans quelle mesure la question théologique est justifiée ici, mais on peut se demander quel est l'objectif de tout cela. Peut-être de combiner dans une même expérience un état qui ressemble à de la transe, excluant le lobe frontal, avec un état rationnel marqué précisément par l'action de ce même lobe, ce qui est une entreprise très ambitieuse.
Pour Ostad Elahi, l'improvisation était l'essence de sa musique. Une manière d'établir un pont entre les mondes de la transe et du rationnel, du familier et de l'inconnu. C'est un improvisateur passionnant dans la façon dont il travaille une phrase, avec des ornementations qui s'envolent à grande vitesse. Il développe une idée ici, une autre là, puis il introduit un accord de façon tout à fait inattendue. Les grandes œuvres musicales ont cette capacité à solliciter les deux fonctions du cerveau, le monde du connu et celui de l'inconnu. Ostad Elahi a entretenu des relations avec un certain nombre de musiciens iraniens renommés. Il a étudié avec les grands maîtres de son temps. Et il a fini par intégrer la musique classique persane au répertoire traditionnel du tambour. Il lui arrivait de jouer devant de petits groupes de proches, familles et amis. Mais il restait encore inconnu du public. En 1960, le grand musicien Moussa Maroufi, qui l'avait entendu jouer, décrivit son expérience dans un magazine. Le musicologue Dariush Safat, réputé pour avoir sauvé la musique traditionnelle persane dans les années 1970, se souvient encore de cet article. Maroufi y déplorait la pauvreté de la musique diffusée à la radio iranienne, et il la comparait à la musique extraordinaire d'un juge qu'il ne nommait pas, joueur de tambour dont la musique produisait un effet profond. C'était au printemps 1960. Le regretté Moussa Maroufi a écrit un article qui traitait de la musique et du métier de musicien. Il indiquait que l'honorable personne à laquelle il faisait référence était un juge à la retraite qui ne souhaitait pas que son nom soit mentionné. Maroufi indiqua à Dariush Safat que la musique d'Ostad Elahi l'avait mis dans un état transcendant. Et il précisait « Je n'étais plus lié ni par le temps ni par l'espace. J'avais la sensation d'être dans un état suprême où tout n'était qu'amour et compassion. » Safat finit par rencontrer Ostad Elahi et il dira plus tard que celui-ci fut de loin la personne qui exerça la plus grande influence sur sa musique et son œuvre. Il est notamment fondateur du Centre pour la préservation et la diffusion de la musique persane, où certains des plus grands musiciens iraniens, dont la chanteuse Parissa, ont pu avoir accès à la musique d'Ostad Elahi. J'ai eu la chance d'être présentée au docteur Dariush Safat.
C'était un joueur de cet art qui a fondé le Centre pour la préservation et la diffusion de la musique persane. Il m'a fait découvrir Ostad Elahi, ce qui m'a permis de comprendre les exigences d'une musique digne de ce nom. Voilà comment j'ai connu l'art et la philosophie de ce grand maître. À la fin des années 1960, le Festival international des arts de Shiraz se tient à Persépolis. Il attire alors en Iran des artistes et intellectuels venus d'ailleurs, et pour la première fois ouvre le pays à de nombreux Européens. Beaucoup d'Occidentaux se rendent en Iran à cette période. Des stars de cinéma comme Elizabeth Taylor ou Ellen Burstyn, mais aussi des personnalités internationales comme les époux Kennedy. La région de Shiraz devient un pôle d'échange culturel et artistique. Mais Ostad Elahi, fidèle à ses habitudes, se tient à l'écart de cette agitation. Il reste chez lui et continue à jouer pour sa famille, ses amis proches et quelques visiteurs occasionnels. Mais sa réputation s'étend rapidement et un certain nombre d'artistes de passage lui rendent alors visite. Comme le célèbre violoniste de renommée internationale, Yehudi Menuhin. Jamais je n'ai eu, pendant au moins une demi-heure, une expérience musicale qui ne bougeait pas, qui ne dépassait pas la carte. Et une musique très sensible, très intense, mais aussi très précise et très pure. Autre visiteur de renom, le grand chorégraphe franco-suisse Maurice Béjart. Et il ne parlait pas français, je ne parlais pas iranien, il a joué pour moi. J'ai dansé sur cette musique et ça m'a vraiment ouvert quelque chose. Mais je ne peux pas dire avec des mots ce que j'ai vécu, ressenti. Ce qui est que ça a été quand même un très grand changement dans ma vie, dans mon existence et dans ma pensée. Ostad Elahi passera l'essentiel de sa retraite avec sa famille et quelques visiteurs venus jusqu'à lui de tous horizons. Il écrira plusieurs ouvrages sur la base de ses recherches, ses expériences et sa philosophie. Ses travaux sont à bien des égards nourris de son vécu en tant que mystique durant sa jeunesse, mais aussi de sa carrière de juriste. Il reflète une approche très personnelle du sens de la vie et de la conscience de soi. Ce qu'il put exprimer à travers les mots, il l'exprima. Pour le reste, il s'en remit à sa musique. Je n'ai pas un souvenir plus, disons, marquant que l'autre. Je ne peux pas, par exemple, vous dire tel souvenir était meilleur que l'autre. Par contre, je pourrais dire, mon pire souvenir, c'était lorsqu'il a quitté ce monde et après, je me suis trouvé vraiment orphelin sur le plan musical. Ça, je pourrais dire. Ostad Elahi s'en est allé en 1974 dans sa maison de Téhéran, entouré de sa famille et de quelques amis. Il avait 79 ans. « 20 ans après sa mort, une série de disques a été éditée par le label français Le Chant du Monde.
Il s'agit en fait des enregistrements amateurs réalisés par son fils. Les 2 premiers opus de cette édition sont sortis en 1995, année du centenaire de sa naissance. J'ai observé avec fascination comment de plus en plus de gens de tous les milieux ont commencé à découvrir sa musique. Après les enregistrements, vinrent les expositions. Musée de la musique à Paris. Metropolitan Museum of Art de New York. L'exposition « Le luth sacré et l'art d'Ostad Elahi » est inaugurée à New York en août 2014. Relativement modeste en taille, elle a connu un succès surprenant, avec plus de 100 000 visiteurs et des reportages dans plusieurs médias, dont le New York Times et la chaîne de télévision publique PBS. Le musicien et philosophe iranien Ostad Elahi a vécu de 1895 à 1974. Au cours de sa vie... Cette exposition fut l'occasion de présenter les manuscrits ainsi que les instruments d'Ostad Elahi. Avec un concert de son fils Sharok dans l'auditorium du musée. L'expérience musicale ultime, c'est d'être emporté par une exaltation qu'on n'a jamais connue avant. C'est pour ça qu'on écoute de la musique. Ces morceaux ont pour objet de vous relier à une autre part de vous-même, une part qui serait moins accessible autrement. Le premier morceau que j'ai entendu est cette suite, Jello Shoi. Et c'est celui vers lequel je reviens toujours. C'est une très longue exploration, très belle. C'est la marche des anges, au rythme de leurs pas. Cette musique incarne magnifiquement l'interface dynamique entre l'ordre et le chaos, la lumière et l'obscurité. Pour moi, le fait d'avoir su réunir tous ces éléments dans une composition musicale constitue le sommet de la créativité et de la conscience humaine. Les œuvres persanes, en particulier celles qui ont une dimension mystique, sont comme un miroir. L'idée est d'atteindre la connaissance de soi et de se transformer en devenant un être humain meilleur et plus sage. Il faut vraiment comprendre sa musique comme de la poésie mystique. Il y a des vérités qu'on ne peut atteindre qu'à travers une compréhension qui est d'ordre mystique. Il croyait en quelque chose dont la musique était une émanation. Cette approche fondamentale de la musique est à mon sens prodigieuse. Au départ, je me demandais s'il s'agissait de musique classique persane ou d'une musique traditionnelle du Moyen-Orient.
Et j'ai progressivement compris qu'il s'agissait d'une interprétation tout à fait unique et personnelle de tout ce qu'il avait pu entendre au cours de sa vie. Qu'elle était le fruit de sa communion totale avec son instrument, le tambour. Il ne faut pas oublier qu'il jouait seulement pour quelques personnes réunies dans une pièce. Il ne se doutait pas que quelqu'un écouterait sa musique à Toronto 30 ans après sa mort, ni qu'il serait une source d'inspiration dans le monde entier. On écoute Ostad Elahi pour la profondeur spirituelle de sa musique et son engagement absolu au service de sa vision par le biais de cet instrument. On peut être habité par la musique, mais pour pouvoir l'exprimer et la partager, il faut apprendre à la jouer. Du point de vue d'Ostad, la vie consiste à apprendre à jouer de l'instrument de l'âme. Il disait toujours, la musique est en rapport direct avec l'âme, et l'âme direct avec le créateur de l'âme. Il y a vraiment un autre monde, au-delà de la vibration fondamentale des cordes, qui peut totalement nous échapper. Dans la vie, on peut appréhender les choses de manière superficielle et passer à côté de ce qui se joue réellement. Le fait qu'il ait opéré un changement si radical dans son existence, en devenant juge et en affrontant le monde, tout en maintenant la musique au centre de sa vie, c'est tout à fait admirable. En gros, on n'a pas le choix. Il faut garder cette approche de la vie qui nous permet d'être au monde, tout en restant ce qu'on est fondamentalement en tant qu'artiste. Ce que nous montre la vie d'Ostad Elahi, c'est que lorsqu'on se penche sur les témoignages historiques des grands sages du passé et qu'on se demande est-ce qu'il est vraiment possible que des êtres aussi extraordinaires aient existé et vécu sur cette terre, la réponse est forcément oui, puisqu'Ostad Elahi est l'un d'eux et qu'il était encore parmi nous il n'y a pas si longtemps.